Chers amis, le 18 septembre dernier a eu lieu à l'ambassade de Suède à Kinshasa la commémoration du 60e anniversaire de la mort de Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU. Sa mort était survenue en Douala, Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, dans des circonstances non encore élucidées jusqu'à nos jours. Mais les pistes de recherche ne manquent pas depuis cette disparition. Les pays cités dans cette enquête ne sont pas disposés à livrer les archives et à collaborer à l'enquête en cours. Dag Hammarskjöld, qui devait atterrir en Douala, avait rendez-vous avec Moïse Tshombe, président de la République du Katanga en sécession. Il allait lui demander de mettre fin à la sécession katangaise, chose que Moïse Tshombe ni le pays ainsi que le groupe d'intérêt qui les soutenait ne pouvaient accepter. L'union minière du Haut-Katanga, qui regorge d'énormes richesses, était bien entendu l'un des enjeux déterminants de cette sécession et de la crise congolaise, et vous l'avez sans doute compris. Il y a intérêt à rappeler cette date, d'abord pour cette raison qu'il concerne Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU, dont le nom est cité dans la crise congolaise ayant éclaté au Congo au lendemain de la proclamation de l'indépendance. Il y a en plus cette raison de rappeler que la mission de l'ONU en cours en RDC n'est pas la première du genre. L'ONU était intervenue pour la première fois au Congo en 1960 sous l'appellation de l'ONUC à l'appel du gouvernement de Patrice Lumumba. Le bilan de cette mission était mitigé, pour ne pas dire échec. Voici brièvement le contexte de l'arrivée d'une mission de l'ONU au Congo en juillet 1960, le conflit entre Patrice Lumumba et Dag Hammarskjöld, la sécession du Katanga et la mort de Dag Hammarskjöld en Douala. Le 4 juillet 1960, 4 jours après la proclamation de l'indépendance, les mutineries de la force publique éclatent au Congo provoquées par le général Émile Janssens qui jette au cachot des soldats congolais qui, au nom de leurs frères d'armes, réclament des promotions. Le général déclare aux autres soldats que rien ne changera pour eux après l'indépendance égale avant l'indépendance, et pourtant le général Émile Janssens avait été maintenu à la tête de la force publique ainsi que les autres officiers belges pour une mise en application de la politique de l'africanisation des cadres. Il était ainsi prévu dans le programme du gouvernement de Patrice Lumumba que les soldats allaient obtenir des promotions et d'autres allaient être envoyés pour suivre des formations dans des académies militaires à l'étranger. Qu'est-ce qui aurait alors de plus difficile pour le général de faire savoir ces jours-là ces programmes d'africanisation plutôt que de punir les soldats et de faire un speech incendiaire incitant à la révolte. Au retour en Belgique, général Émile Janssens se rend au pied du monument équestre du roi Léopold II en plein centre-ville de Bruxelles, vêtu de sa tenue d'officier, pour faire le salut et déclarer, je cite, « Sire, on a cochonné votre royaume », fin de citation. Voilà qui dit long sur l'état d'esprit du général. Il fera une déclaration plus tard à la RTBF qu'il fallait encore un siècle pour donner l'indépendance aux Congolais. Suite à ces mutineries, c'est la débâcle. Les expéditions militaires belges débarquent au Congo les 10 et le 11 juillet. L'historien Hugues Wanquin écrit dans son livre « Congo s'embrase » qu'il y avait dans ces expéditions une liste des leaders nationalistes à éliminer. Et le 11 juillet, c'est Moïse Tshombe qui se proclame président de la République du Katanga et engage ainsi le Katanga, une partie de la province du Katanga, dans la sécession. Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba accusent la Belgique de violer les traités d'amitié signés le 29 juin 1960 et d'instiguer la sécession. Il en appelle
à l'ONU pour aider au rétablissement de la paix et de l'unité. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote des résolutions, la résolution du 14 juillet 1960 et la résolution du 22 juillet 1960, demandant à la Belgique de retirer ses troupes ainsi que ses mercenaires du Katanga, tout en recommandant à l'ONU de collaborer au rétablissement de la paix et de l'unité en consultation avec le gouvernement congolais. Mais Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, a une idée, a une procédure. Il entre en pourparlers avec Moïse Tshombe sans consulter le gouvernement de Lumumba et il va jusqu'à s'incliner devant les drapeaux katangais, geste interprété tel un acte de reconnaissance de la sécession. Le casque bleu ne parviennent pas à rétablir la paix. Patrice Lumumba accuse le secrétaire général de l'ONU des partis pris et ce dernier, qui craint de ne pas voir son mandat renouvelé, diabolise Patrice Lumumba. Pour l'historien britannique Susan Williams, l'ONU était déjà infiltrée par la CIA déterminée à éliminer Patrice Lumumba. Ce dernier sera livré à ses poursuivants par le casque bleu, emprisonné et assassiné sous la barbe de l'ONU et ses casques bleus. Lumumba assassiné, la sécession n'avait plus lieu d'être. Albert Kalonji est renversé et prend la fuite à la suite d'une espèce de coup de palais orchestré depuis Léopoldville. Moïse Tshombe, lui aussi, est sommé de mettre fin à la sécession sous les coups de canon et de prendre le chemin de l'exil, laissant derrière lui des cadavres à terre. C'était l'application par la force du plan Utan. Utan était successeur de Dag Hammarskjöld après la mort de ce dernier. Utan était birman. Son plan était élaboré par les diplomates américains Avril Harriman et Étienne d'Avignon, comme révélé par ce dernier dans ses mémoires des récentes parutions. Cette appropriation de l'accord belgo-américain que le secrétaire général Utan baptise de son nom est une preuve que l'ONU applique la politique des grandes puissances et des groupes d'intérêt. Hélène Tourner et Robert Bouteau partagent cette opinion dans leurs livres qui, par ailleurs, relèvent depuis 1963 des indices troublants tendant à privilégier la thèse d'attentat à ce qui concerne la mort de Dag Hammarskjöld à Ndola, Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, le 18 septembre 1961. Susan Williams abonde dans le même sens dans son livre « Who Killed Hammarskjöld ». L'enquête se poursuit, comme je l'ai mentionné si haut, mais sans chance d'aboutir, car les pays cités dans cette enquête ne sont pas disposés à collaborer et à donner accès aux archives. La question que d'aucuns se posent est: la vérité finira-t-elle par reprendre ses droits et triompher un jour? En attendant, l'affaire demeure une énigme et loin d'être déchiffrée. Ceci dit, je m'en vais à présent rappeler, pour finir, que le bilan de la mission de l'ONU au Congo en 1960 était mitigé. Un échec qui semble se rééditer dans la mission actuelle de l'ONU en RDC. La question: que vient faire l'ONU au Congo? Voilà la question que je soumets à la réflexion. Mais voici, chers amis, arrivés à la fin de cet exposé. Merci de m'avoir suivi avec beaucoup d'attention et de patience. Je vous souhaite de passer de bons moments partout où vous vous trouveriez en ces moments. Au revoir et à très bientôt.